Bienvenue pour cet échange dans le prolongement de notre table ronde sur la musique. Donc ils sont neurologues le jour et ils sont rockers la nuit et nous allons voir ce qu'il se passe dans leur cerveau. Donc Benjamin Morillon, donc vous êtes resté avec nous et nous avons le grand plaisir d'accueillir Fabrice Bartholomei. Vous êtes professeur de neurologie, chef de service épileptologie et rythmologie cérébrale à l'hôpital de la Timone. Et donc Gwendoline, vous allez animer cet échange et je pense qu'en introduction, donc nous allons voir le final d'un concert du 11 mars 2023, donc au théâtre Toursky, The Reapers, Cindy Pretty Girl. On écoute, on regarde et on commente juste après. On va attaquer la dernière partie de notre set, c'est la dernière bouteille d'eau. Je renonce à la guitare définitivement. Comes from the south. She's so sweet, the honeybees all around her mouth. Get on home, oh get on home. Cindy, I'll marry you someday. She told me so she loved me, she told me sugar plum. She goes around me, I said why come I home. Get on home. Get home, Cindy, I'll marry you someday. Alors vous êtes beaux tous les deux là. Bravo. La prochaine fois, on va s'organiser un peu mieux et puis on va faire venir tout le groupe. Ce sera vachement bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce groupe? Qui a créé ce groupe? Qui sont tous ces gens, tous ces musiciens? On en a reconnu on deux. vous a reconnus tous les deux. Alors oui, il y a Benjamin et moi. C'est un groupe qui s'appelle The Reapers, qu'on a créé il y a 5-6 ans, et dont le nom vient de Ripples. Ripples, c'est des petites ondes dans le cerveau que produisent les neurones quand on mémorise en fait. Et il se trouve aussi que ce sont des activités que l'on peut voir dans le cerveau pathologique. Dans l'épilepsie, les zones épileptiques produisent beaucoup d'activités très rapides. Alors c'est des oscillations que produisent le cerveau autour de 200 à 500 Hz. C'est des choses qui peuvent être très anormales. Hein. Donc d'où le nom Reapers. Et puis l'idée c'était de faire un groupe où dans le groupe, le bassiste que vous voyez, c'est Jean-Michel Badier qui est chercheur, ingénieur de recherche dans notre laboratoire de magnétoencéphalographie. La magnétoencéphalographie, c'est une méthode qui permet d'enregistrer les ondes magnétiques dans le cerveau. Et on a un labo à Marseille qui enregistre ça. Le batteur, c'est Ruggero Bassini, qui est un chercheur en neurosciences aussi. Alors, il y a mon cousin qui est au clavier, Marc Leroy, et qui est un entrepreneur et qui n'est pas dans les neurosciences, mais qui joue très très bien du piano. Donc, voilà. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir faire des concerts au profit de la recherche sur l'épilepsie. Donc beaucoup. Ce concert que vous voyez là, c'était une soirée caritative pour collecter des fonds sur l'épilepsie. Mais, et est-ce qu'il y a bientôt d'autres Alors voilà, si vous voulez nous entendre, nous jouons vendredi prochain à Marseille au Zoumaï, le meilleur bar de Marseille. Et donc toujours au profit de la recherche sur l'épilepsie. Je pense que ça mérite aussi qu'on vous applaudisse pour ça, parce que c'est beau. Alors Fabrice, on a quand même envie de savoir, est-ce que, puisqu'on a dit la musique est bonne pour le cerveau,
toi qui es spécialiste de l'épilepsie, un grand spécialiste de l'épilepsie même, est-ce que la musique est bonne pour le cerveau des patients épileptiques? Est-ce qu'on peut les aider grâce à la musique? Alors, je vais dire oui, sachant qu'il y a quand même des crises d'épilepsie qui sont déclenchées par la musique. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'épilepsie musicogénique. Des patients peuvent entendre certaines musiques et déclencher leur crise. Alors, dans certains cas, c'est un mécanisme, je dirais, sensoriperceptif, hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences dans la musique qui sont activatrices, excitatrices au niveau du cerveau et qui donc sont néfastes pour certaines zones épileptiques, en particulier les zones dont a parlé Benjamin dans le cortex auditif. Il peut arriver qu'il y ait des crises déclenchées comme ça, mais c'est très rare. Le plus souvent, c'est l'aspect émotionnel de la musique qui déclenche des crises d'épilepsie chez des patients épileptiques. En revanche, on peut avoir un effet thérapeutique de la musique. Alors, le mieux connu, c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est quelque chose qui a été pas mal... Alors, réexpliquez-nous ce qu'est l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est un effet qui a été découvert avec une sonate, qui est la sonate Köchel 448, à 2 pianos, qui aurait des effets cognitifs favorables et qui, dans l'épilepsie, a été testé. Et quand les gens écoutent cette sonate, il a été démontré qu'il y avait moins d'activité épileptique quand on les mesurait, hein, ce qu'on appelle les pointes, hein, les activités anormales du cerveau dans l'épilepsie. C'est des activités anormales qu'on peut enregistrer par l'électroencéphalogramme. En écoutant cette sonate, des chercheurs ont remarqué qu'il y avait moins d'activité épileptique. Et il y a quelques études cliniques qui ont montré que ça pouvait diminuer la fréquence des crises si on écoutait régulièrement cette sonate. Alors, les mécanismes par lesquels cette musique marche sur le cerveau sont encore, à ma connaissance, pas très bien connus. Benjamin pourra préciser ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est assez spécifique, cet effet de cette sonate-là. Il y a une autre sonate de Mozart qui a ce même effet, mais d'autres musiques classiques ont été testées dans certaines études qui n'ont pas cet effet. Hein. Et même si on déforme, si on change le rythme de la sonate, si on la ralentit notamment, si on la fait jouer par des cordes et pas par du piano, on n'a plus cet effet thérapeutique. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est pas très bien expliqué. Donc avec Benjamin et Luc Arnal, qui est un chercheur à Paris aussi sur la musique et les sons dans le cerveau, on a un projet de recherche ensemble pour savoir comment le cerveau intègre et comment le cerveau épileptique peut être modulé par certains sons et certaines musiques. Il y a aussi une étude en cours qui va être lancée avec le partenariat avec Épilepsie France et Eva Ménard du collectif Opéra à Nantes, qui est une étude où on va tester certaines musiques également sur des patients épileptiques. Alors comment on va faire ? On a toujours envie de savoir comment se passe l'expérience. Alors c'est pas encore une expérience, là c'est plus une enquête. Ce qu'on va faire dans l'avenir, c'est un essai thérapeutique dans lequel on va sélectionner des patients. Souvent on fait des études sur des patients épileptiques qui ont des crises qui résistent au traitement, donc qui ont des crises malgré les traitements médicamenteux. Imaginez que vous avez une épilepsie, vous avez 4-5 crises par mois malgré vos traitements. On va chez cette population-là leur demander d'écouter régulièrement soit une musique qui aura probablement pour effet de diminuer les crises, comme la fameuse sonate de Mozart, mais peut-être d'autres musiques, on est en train d'étudier ça, soit alors une musique qui n'aurait pas cet effet, un effet un petit peu placebo-like. Voilà, c'est ça un peu l'idée. On n'a pas encore vraiment déterminé la méthodologie, mais ce sera ça l'idée. Merci pour toutes ces précisions. Benjamin, je me tourne vers vous puisque j'ai gardé en tête la question sur la transe. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous montez sur scène, lorsque vous jouez, côté ou peut-être Fabrice, voulez-vous ajouter aussi un complément ensuite, Benjamin? Oui, je commencerai et puis Fabrice pourra poursuivre la réponse. Ce qui est intéressant quand on joue en groupe, c'est un peu ce que disait Indiana Vollman avant. C'est très émotionnel. Bon, déjà, d'être devant un public, c'est émotionnel. La musique, c'est très émotionnel. Mais il faut être coordonnés les uns avec les autres.
Donc il faut être très attentif à ce que soit on joue pour pas jouer faux, mais aussi être très attentif à ce que jouent les autres pour bien être synchronisé avec eux de l'ordre de quelques millisecondes. Hein. Si on est décalé de 10 millisecondes, ça s'entend, donc ça sonne pas bien. Donc c'est vraiment... notre système auditory-moteur doit bien être en boucle, mais on doit être en boucle aussi synchronisé avec les autres musiciens. Donc c'est quand même assez magique. Et souvent, quand on joue de la musique, il peut y avoir des états de dissociation ou de transe. Et donc il y a plein de moyens de rentrer en transe, mais souvent ça fait quand même appel à la musique. Donc soit des musiques très répétitives avec des tambours, je pense à la trance par exemple en Mongolie, où il y a des cultures de ça. Mais quand on joue de la musique, qu'on est, on est dedans, c'est-à-dire que ça marche, on n'est pas en train de penser à autre chose, on apprécie, ben, c'est une forme de transe en fait. On est un peu très, très concentré, très déconnecté à des choses. Oui, c'est un état assez particulier dans lequel il faut effectivement rester très concentré sur ce que l'on fait, sur ce que font les autres. Et en même temps, quand ça marche, on est dans un état un petit peu second qui, pour moi, se rapproche effectivement de phénomènes dissociatifs. Et peut-être une partie de l'effet de bien-être qu'entraîne la musique, et notamment ces musiques syncopées, hein, parce qu'on là on parle de musique rythmée, on parle de musique souvent assez répétitive. Hein, la musique non classique, c'est une musique quand même dans laquelle il y a quand même une répétition de patterns en fait. Et cette répétition de patterns, elle nous entraîne dans une rythmicité qui entraîne notre cerveau et qui le déconnecte finalement de la réalité. Donc il ne faut pas être trop déconnecté parce qu'à ce moment-là... on n'arrive plus à suivre les autres. Alors ça arrive, hein, et là ça peut causer des petits problèmes quand on joue en groupe. Ouais. Et peut-être pour compléter, en fait ce qui est intéressant, c'est que nous on étudie l'activité du cerveau, c'est une activité dynamique, les neurones ils communiquent entre eux, donc il y a des ondes dans le cerveau, et la musique c'est des ondes aussi, les ondes sonores. Et donc une musique justement qu'envoie... des patterns répétitifs, petit à petit le cerveau il va se synchroniser sur la musique et ça va de plus en plus fort, donc le cerveau va s'hyperconnecter entre lui, c'est-à-dire que comme nous quand on danse et on se met tous à danser la Macarena, on est tous très synchronisés, bah, vous pouvez imaginer que dans votre cerveau c'est un peu pareil, au bout d'un moment tous les neurones réagissent au son, c'est-à-dire que tout le monde est entraîné et tout le monde danse sur la même vitesse, il n'y a plus de traitement de l'information et on rentre en transe. Est-ce que donc si vous faites venir votre groupe l'année prochaine, est-ce que vous allez être capable de mettre en transe tout le public? On est un extrêmement bon groupe, donc c'est sûr, oui. Voilà. Donc, vous avez un an pour vous entraîner. Applaudit. Alors, il nous reste 1 minute 30, juste peut-être deux petites questions très très rapides, puisqu'hier on a reçu des comédiens qui ont abordé bien sûr la question du stress et la question de la mémoire. Donc ça aussi peut-être en 30 secondes, comment vous gérez? Risque d'oublier les paroles? Pas du tout? L'effet groupe? Moi j'oublie régulièrement les paroles, oui. D'accord. Ouais. Et c'est pas gênant? C'est en anglais, personne ne comprend l'anglais. Donc, ce qui est quand même gênant, c'est que parfois je me casse la tête à faire des jolies paroles et j'entends. Voilà. Après le stress, oui, il faut... Fabrice écrit, Benjamin oublie. Voilà. Et donc le stress, juste pour terminer... Le stress, c'est plus comment facile on à le gérer. gère? Oui, c'est plus facile à gérer en groupe. Moi, j'ai des expériences de concerts solistes, parce que j'ai fait de la guitare classique aussi, où là, la mémoire peut être extrêmement déficitaire quand le stress est très fort. Hein, donc... là, c'est l'entraînement. Là, je pense que répéter parfois, presque au dégoût, hein, ça peut être très embêtant en fait de faire toujours les mêmes morceaux. Mais c'est la seule façon pour moi d'éliminer ce stress, hein, d'avoir. Tout le circuit s'imprime. Voilà, déjà. Il n'y a plus besoin d'y penser, il se fait seul. Exactement, presque. Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était ça. C'est que même avec le stress où on est complètement perdu et c'est tellement automatique, c'est pareil quand on fait une présentation orale devant des chercheurs, etc. On apprend les premières phrases au moins parce qu'on sait qu'on va être un peu émotionné.
C'est ça, c'est l'introduction qui est parfois difficile. On se dit, bon, on va pas arriver à faire la bonne intro, je sais pas, mais ça va très vite. Puis Mais il après, faut se lancer. Mais après, heureusement, il y a le plaisir qui vient. C'est le Voilà. plaisir de jouer en groupe. On s'amuse, le public s'amuse. Et après, Le c'est stress l'inverse. disparaît, il n'y a plus que le plaisir. Formidable, merci beaucoup. On vous Merci à applaudit vous, une merci nouvelle beaucoup. fois. Merci. Merci à tout le monde. Et on se retrouve donc dans quelques minutes avec une nouvelle table ronde passionnante. Philosophie ou spiritualité, avons-nous besoin d'un supplément d'âme? Et nous aurons le grand plaisir donc d'accueillir Camille Riquier. À tout de suite, merci beaucoup.